Chapitre 8. 2010-2019. Quel avenir pour le Titanic? Fin 1999, le jour de Thanksgiving, un coup de tonnerre vient mettre une parenthèse dans mes relations avec RMS Titanic. À la suite d'une prise de contrôle, George Tulloch est évincé de la société et remplacé par un triumvirat issu pour l'essentiel du monde du spectacle, lequel a de grands projets. Montée dès 2000, la plus ambitieuse mission d'exploration et de récupération en haute mer jamais entreprise. Dixit Arnie Geller, le nouveau président. Son objectif prioritaire, clamé haut et fort dans les médias, est de récupérer par tous les moyens les 300 millions de dollars de diamants qui, affirme-t-il, dorment dans la cale à marchandises. Devant cette attitude en contradiction totale avec les règles que Tulloch et moi-même nous étions fixées, je préfère prendre mes distances. L'avenir me donne raison. L'expédition 2000, montée à la hâte et au prix fort, on parle de 5 millions de dollars, monopolise une cinquantaine de personnes, dont une douzaine de scientifiques, un navire océanographique, deux sous-marins d'exploration. Une partie de l'équipe est américaine, l'autre est russe. Le barrage de la langue complique les opérations. Loin des objectifs affichés, l'expédition 2000 ramène tout de même 800 objets. Vaisselle, chaussures, documents, outils, une belle collection de cartes postales, ainsi que de très rares échantillons de parfums, les uns intacts, d'autres brisés. Les diamants, eux, sont toujours au fond, s'ils existent. Pendant ces années-là, je dirige la société Aquaplus, filiale de Canal+, dont la vocation est de réaliser des films sous-marins. Aquaplus possède un navire de recherche et studio flottant, l'Océan de Voyager, un hélicoptère et deux sous-marins monoplaces de type Deep Rover. Je plonge sur deux épaves, un navire anglais du XVIIIe siècle, le Royal Captain, et le cuirassé japonais Yamato en mer de Chine. L'année 2004 s'ouvre par une triste nouvelle, le décès le 21 janvier de George Tulloch, terrassé par un cancer à 59 ans. Ce passionné du Titanic avait une étonnante soif d'apprendre. Lui qui n'avait jamais navigué jusque-là, il possédait un petit bateau de plaisance qu'il a très peu utilisé, avait découvert avec enthousiasme la mer et la plongée profonde en sous-marin. Le président de l'association Titanic International Society, Michael Finlay, a pu dire de lui: avec la Big Piece, il a littéralement ramené le Titanic au port. Il a fait plus que n'importe qui d'autre pour préserver la mémoire du Titanic. J'appréciais le chef d'entreprise, j'appréciais l'homme, et nous avons été très liés de 1987 à sa disparition. 2004 voit aussi une nouvelle expédition sur l'épave, montée par RMS Titanic Inc., avec l'utilisation d'un ROV, robot télécommandé Remora 6000, fourni par la société Phoenix International, spécialisée dans les opérations sous-marines. 78 objets sont récupérés dans le champ de débris au cours des 10 plongées du ROV entre le 28 août et le 27 septembre. 2007 marque, pour moi, la reprise de bonnes relations avec les nouveaux dirigeants de RMS Titanic Inc., l'équipe de 2000 s'est effacée, et l'organisation d'une campagne que je dirige sur l'épave du Carpathia, le navire qui a récupéré tous les survivants du Titanic, torpillés par un sous-marin allemand en juillet 1918 au sud de l'Irlande. Cette campagne se déroule avec les moyens de la société française Comex. L'aventure reprend avec une ampleur nouvelle en 2010. Je suis mandaté par le Bureau d'enquête et d'analyse par la sécurité de l'aviation civile, BEA, organisme français sous tutelle du ministère des Transports, pour diriger une phase de recherche, des recherches de l'Airbus du vol AF 447 disparu au large du Brésil. L'Airbus A330-200 du vol 447 d'Air France, Rio-Paris, s'abîme dans l'Atlantique le 1er juin 2009. L'épave de l'avion est retrouvée le 3 avril 2011 par 3900 mètres de fond. Peu de temps après cette opération, RMS Titanic Inc. me charge de la préparation et de l'exécution d'une nouvelle campagne sur l'épave du Titanic que je n'ai pas revue depuis 12 ans. Au départ, il est envisagé d'utiliser le Nautil, qui ne sera finalement pas disponible, puis les sous-marins Mir russes. Le contrat est pratiquement signé quand leur responsable, mon ami Anatoly Sagalevitch, me contacte, catastrophé, pour me dire qu'il y a un problème avec le navire de surface, l'académique Mislav Keldysh. Il est affrété pour une longue durée par Fugro, une société géotechnique néerlandaise qui, plus tard, recherchera le vol MH370. Le Boeing 777 du vol MH370 de la Malaysia Airlines est porté disparu le 8 mars 2014. L'épave de l'avion n'a pas été retrouvée à ce jour. Très vite, nous décidons d'utiliser les mêmes équipements que pour l'AF447. J'y avais pensé pendant les recherches de l'avion, en remplaçant les moyens de l'US Navy par ceux du Phoenix International, tout en conservant les mêmes opérateurs, les drones AUV, Autonomous Underwater Vehicle, robots sous-marins autonomes,
propriété de la White Institute of Discovery, fondation pour la préservation des océans créée par l'homme d'affaires Ted Waite, fondateur des ordinateurs Gateway, sont manœuvrés par une équipe de la Woods Hole Oceanographic Institution. Tout se passe tellement vite que les drones de retour du Brésil vont directement à Terre-Neuve. Leur remise en condition opérationnelle est en fait à bord du navire de l'expédition. Cette expédition associe RMS Titanic Inc., Woods Hole, la Waite Institute, Phoenix International Inc. et un invité archéologue de l'Agence américaine d'études des océans et de l'atmosphère. Côté moyens techniques, nous disposons du navire océanographique Jean Charcot, ex-navire de l'Ifremer, de deux robots sous-marins de type AUV Remus 6000 et du ROV Remora 6000. L'objectif numéro 1 consiste à réaliser une cartographie très précise de toute la zone de l'épave Titanic, d'une part en images photographiques et vidéos haute définition 2D et 3D, d'autre part en imagerie acoustique réalisée par sonar multifaisceau et sondeur latéral. Les cartes acoustiques sont relevées à une altitude de 80 à 120 mètres au-dessus du fond, les photographies à 7 mètres d'altitude seulement, chaque image couvrant une surface de 7 mètres par 7. On dispose ainsi de 130 000 photos du champ de débris. L'épave est intégralement filmée en vidéo de qualité 4K de profil et par-dessus. Une fois ensemblées, les photos mosaïques faites à partir de vidéos offrent des vues panoramiques qu'il est impossible d'avoir sur place étant donné la faible portée des projecteurs des sous-marins. Il est possible de zoomer sur les images pour étudier les éléments précis, comme les rusticles, et leur orientation selon les zones de courant. Les caméras en 2 et 3 dimensions sont construites à bord avant le départ sur zone. Nous avons à disposition le Jean Charcot pour une période limitée, entre deux opérations d'une société qui affrète ce navire et avec qui nous partageons le coût de sa mobilisation. Au terme de cette campagne, très riche en données, nous disposons enfin d'une vision globale détaillée du site. Depuis des années, cette vue générale manquait. Il était difficile de savoir précisément, malgré tous les efforts de repérage et de positionnement, quels étaient les secteurs explorés et se laisser involontairement de côté. Au passage, les AUV travaillant très rapidement, nous décidons d'étendre les recherches bien au-delà des limites connues du champ de débris afin de vérifier qu'aucun élément important n'a été oublié. Mais il n'y a rien d'intéressant à voir. Cette cartographie ultra précise permet de visualiser la répartition des objets sur le fond, de mesurer la distance exacte qui les sépare et leur orientation, ce qui procure des informations très précieuses. Nous en profitons pour reporter toutes les positions connues des objets récupérés les années précédentes, ce qui ouvre la voie à un rapport archéologique sur l'épave. La carte sonar, dans sa version intégrale, est géoréférencée. Chaque fois qu'on clique sur un point, sa longitude et sa latitude s'affichent. On peut ainsi mesurer avec précision les distances entre l'avant et l'arrière de l'épave, entre les objets et les débris. La précision est un peu inférieure à celle d'un GPS, mais en pratique, au fond de la mer, une précision égale à la distance de vision, soit 5 à 10 mètres, suffit largement. Et les cartes en deux dimensions se montrent finalement plus exactes que les cartes 3D, dont la restitution amplifie les reliefs au point de fausser la réalité et d'engendrer de fausses conclusions, comme la compression des chaudières. À l'avenir, ces cartes détaillées de la zone vont permettre de guider les sous-marins avec beaucoup de précision depuis le bateau de la surface. Il est en effet impossible à un sous-marin en plongée de capter directement un signal GPS, a fortiori pas à 3800 mètres de fond. Cette imagerie représente aussi une mine de renseignements sur l'évolution de l'épave, dont la détérioration fait couler beaucoup d'encre depuis la découverte des fameuses rusticles. Ce néologisme, créé par Bob Ballard, à partir des mots anglais rust, rouille et icicle, stalactites de glace, désigne les concrétions de rouille similaires en apparence à des stalactites sous l'eau qui encroûtent l'étole du Titanic. Les Canadiens français les ont baptisés rouillons. Je préfère dire stalactites d'oxyde de fer, même si c'est un peu long. Leur étude a révélé qu'il ne s'agit pas d'un phénomène minéral, mais animal. Les rustiques sont vivantes, constituées de millions de canaux parcourus par des nutriments, colonisés par des communautés de champignons et de bactéries halophiles anaérobies, c'est-à-dire aimant le sel et se développant en l'absence d'oxygène, qui se nourrissent d'oxyde de fer. Ces formations ne sont pas exclusives au Titanic. On les retrouve sur d'autres épaves à grande profondeur, dont celle du cuirassé allemand Bismarck, coulé par 4800 mètres de fond à 400 miles nautiques de Brest. Les rustiques sur le Titanic se renouvellent rapidement en relation probable avec les courants. C'est ce que l'on a constaté depuis la découverte de l'épave en 1985. Curieusement, celle du Bismarck, de l'autre côté de l'Atlantique, représente la même évolution sur la même période. Les rustiques le poussent à la vitesse d'un centimètre par an environ. Leur cycle de vie est estimé entre 5 et 10 ans, après quoi elles finissent par se détacher par plaques sous leur propre poids et l'action des courants. Elles laissent l'atoll propre et net jusqu'à la prochaine
Très fragiles, il suffit de les effleurer pour qu'elles se désintègrent en fine poussière. De telles formations passionnent les biologistes qui tentent de les acclimater en surface dans leur laboratoire. Le premier à avoir réussi à les faire se reproduire en aquarium, le biologiste marin canadien Roy Cullimore, a fait une démonstration publique de ses travaux lors d'une exposition sur les objets du Titanic à Hambourg en 1998, où les visiteurs ont pu observer les colonies de bactéries en train de construire des rustiques. Un laboratoire de Grenoble travaille aussi sur le sujet. Ces recherches ont permis d'identifier 27 espèces de bactéries différentes sur le Titanic, dont une est spécifique à l'épave baptisée Halomonas titanicae. Depuis 1994, des pièges à bactéries sont posés sur l'épave et à proximité. Le premier piège, conçu par Roy Cullimore, est constitué de pellicules photo installées sur le fond de l'épave. Roy Cullimore a constaté que le métal argentique des pellicules était, au bout de quelques jours, dévoré, ce qui mettait en évidence la présence de bactéries. Au fil des expéditions, les pièges sont perfectionnés. En 1998, 4 structures test composées de différents aciers sont déposées sur l'épave. Malheureusement, ces pièges ont été volontairement rejetés à l'extérieur de l'épave par une expédition comprenant des scientifiques peu respectueux des études des autres. Ces pièges à bactéries ont été remis en place, pour certains remplacés par de nouveaux. Ils sont récupérés dès que possible. En 2019, une campagne de plongée sur le Titanic s'inscrit dans un contexte bien différent de celui des explorations précédentes. Elle vient s'ajouter au programme de l'expédition The Five Deeps, organisée en 2018 par l'explorateur américain Victor Vescovo et sa société Caladan Oceanic. Victor Vescovo dispose de son propre matériel, le bateau support Pressure Drop et le sous-marin biplace Limiting Factor, construit par la société Triton Submarine basée en Floride, capable de descendre à 11 000 mètres. L'objectif très ambitieux consiste entre autres à plonger dans les 5 fosses les plus profondes des 5 océans. Fosse de Porto Rico dans l'Atlantique, 8376 mètres. Fosse des îles Sandwich du sud dans l'Austral, 7434 mètres. Fosse de Java dans l'Indien, 7192 mètres. Fosse des Mariannes dans le Pacifique, 10 934 mètres. Et Molloy Deep dans l'Arctique, 5551 mètres. Au passage, une station fixe récalcitrante, restée bloquée à 10 923 mètres de fond dans la fosse des Mariannes, a pu être retrouvée lors de l'opération de récupération la plus profonde jamais réalisée. D'autres plongées sont programmées dans une fosse un peu moins profonde, celle des Tonga, ainsi que sur le Titanic, objectif d'une des premières descentes de l'expédition The Five Deeps. Arrivés sur site, à l'été 2018, nous restons sur place pendant une semaine, mais une météo exécrable, provoquée par une dépression bloquée dans la zone, rend les plongées impossibles. C'est au retour de l'expédition en août 2019 que nous revenons sur le Titanic. Cette fois, le temps clément permet de réaliser 5 plongées en une semaine. Nous prévoyons de remonter les pièges à bactéries de 2010, de formes et de compositions variées, pour déterminer les surfaces et les métaux les plus favorables au développement des rusticles et les remplacer par de nouveaux pièges, mais un problème de bras manipulateur nous empêche de réaliser la totalité du programme. Cette courte expédition me permet de constater la dégradation de l'épave que je n'avais pas revue depuis près de 10 ans. La partie avant a beaucoup travaillé lors du naufrage. L'étrave s'est plantée comme une flèche sur une longueur d'une quarantaine de mètres jusqu'au pied de la passerelle. Les 80 mètres de coque entre la passerelle et le secteur de la deuxième cheminée se sont retrouvés suspendus en porte-à-faux. Ce tronçon s'est affaissé sur le fond selon un angle de 11 degrés, au prix d'une forte tension sur la coque. En 1987, une fissure béante dans la coque était visible à tribord, à l'endroit de la pliure. À partir de 1996, le côté bâbord avait commencé à se boursoufler, puis en 98 à se craqueler. La fracture est maintenant très visible. Elle fait environ le double du diamètre d'un hublot, soit 80 centimètres, à 1 mètre de large et se propage vers le bas. La tôle est fragilisée au point qu'un hublot s'est détaché en bloc et ne va pas tarder à tomber. Avec le temps, la zone du pont de chargement endommagée lors de l'arrivée au fond va s'affaisser. Dans le reste de la partie avant, il va devenir difficile de pénétrer à l'intérieur, surtout autour du grand escalier. Dans un siècle ou un peu plus, l'avant ressemblera à l'arrière. Les ponts vont s'effondrer et s'empiler tel un millefeuille. Les murailles de la coque s'ouvriront, toute cette partie va devenir plate, comme c'est déjà le cas de la poupe, dont certains éléments des superstructures se trouvent maintenant en dessous du niveau du pont principal. Cette évolution vers l'ouverture du V de la coque et l'aplatissement général des ponts correspond au processus normal de dégradation des épaves, avec ou sans rusticle. De là à dire que le Titanic aura disparu dans 10 ou 20 ans, cela semble très exagéré. D'autant plus que ceux qui l'affirment le répètent depuis plus de 35 ans. Or, aux dernières nouvelles, l'épave est toujours là. On estime que les bactéries mangent entre 250 et 300 kilos de métal par jour, ce qui semble énorme, mais rapporté aux 5000 tonnes d'acier du paquebot, la disparition totale n'interviendra pas avant 4 ou 5 siècles, ce qui laisse de la marge sans compter que certaines pièces sont colossales, notamment les chaudières ou les moteurs.
On trouve aussi au banc des accusés de la dégradation le tourisme sous-marin, qui abîmerait l'épave et polluerait le site, selon certains. À les entendre, le Titanic serait visité par des hordes de plongeurs sans scrupules qui prélèveraient des morceaux en souvenir et laisseraient derrière eux des détritus. Cela n'a rien à voir avec la réalité. Descendre en sous-marin à près de 4000 mètres de fond n'est pas à la portée du premier groupe de plongée venu. Ramasser des objets implique un outillage perfectionné, et on compte en moyenne d'expéditions tous les 2 ans depuis 1985, certaines ayant été menées uniquement par des robots ou des sous-marins d'observation sans possibilité de remontée d'objets. Quant aux dégâts provoqués par le poids des sous-marins, qui se posent sur les superstructures ou les écrasent, cela relève du fantasme, ou plutôt de l'ignorance des lois physiques les plus élémentaires. Dans l'air, le nautile pèse 18 tonnes, mais dans l'eau, son poids apparent devient nul grâce à la poussée d'Archimède. Un sous-marin qui se pose sur le Titanic, exercerait au pire une pression de 4 ou 5 kilos sur une surface de plusieurs mètres carrés, autant dire rien. On a affirmé aussi que la fameuse baignoire du commandant Smith avait disparu, alors qu'elle est toujours en place, simplement cachée sous un amoncellement récent de débris. Face à la disparition inéluctable de l'épave Titanic, les solutions les plus pittoresques ont été avancées. Robert Ballard a même proposé de repeindre le bateau, très certainement une plaisanterie de sa part, mais beaucoup l'ont prise au premier degré et se sont emballés sur les forums consacrés au Titanic et dans les médias. Quand on pense aux difficultés rencontrées pour décaper et traiter la Big Piece, qui mesure moins de 30 mètres carrés, l'idée même de brosser puis de peindre plus d'un hectare de tôle par 4000 mètres de fond est tout simplement délirante. Sans oublier qu'il faudrait aussi peindre l'intérieur de l'épave, et mieux vaut ne pas penser à la pollution. La pose d'anode est également envisagée pour ralentir la corrosion en limitant les phénomènes d'électrolyse. Le procédé, actuellement testé en Europe et aux États-Unis, vise surtout à freiner la dégradation d'épaves contenant des cargaisons dangereuses considérées comme des bombes à retardement chimique. Même si les essais étaient concluants, cela ne sauverait pas le Titanic. Plusieurs facteurs participant à la destruction progressive de l'épave: les bactéries, les phénomènes d'électrolyse, l'oxydation, le courant. Impossible d'arrêter tous les processus. Les épaves sont vouées à disparaître petit à petit. Le Titanic a déjà disparu de la surface, il disparaîtra du fond. Point final. Repeindre le Titanic n'est que l'un des multiples projets farfelus que l'épave suscite depuis le naufrage. Parmi les projets de renflouement successifs ont été échafaudées les hypothèses suivantes: l'utilisation d'aimants géants, reliés par des câbles à des treuils ou à des flotteurs, le remplissage de l'épave d'une gelée à base d'hydrocarbures, plus légère que l'eau, ou avec des millions de balles de ping-pong, l'enfermement dans un iceberg géant qui remonterait à la surface avec le paquebot. Je dois avouer avoir eu moi-même ma part de rêve sur le sujet pour avoir un instant réfléchi avec un des dirigeants de RMS Titanic Inc. À titre à titre strictement privé à la possibilité de remonter en bloc l'avant du Titanic. Il existait alors aux États-Unis un navire, le Glomar Explorer, utilisé dans les années 1970 par une mission ultra confidentielle consistant à récupérer un sous-marin soviétique chargé de torpilles nucléaires perdu par 4000 mètres de fond. Ce bateau ressemblait à un navire de nos forages en mer, mais en 3 fois plus grand, et son tube de forage était muni d'une pince gigantesque capable de remonter le sous-marin d'un seul tenant. Cette opération extraordinaire fut un demi-succès, la défaillance partielle d'une des mâchoires de la pince provoquant la casse en deux de la coque. Mais l'arrière, qui contenait tous les codes confidentiels de la marine soviétique, fut ramené à la surface avec la discrétion qu'on imagine. Par la suite, le bateau est resté longtemps sans utilisation, puis a été mis en vente au prix de la ferraille. De quoi être un instant tenté. Réflexion faite, le coût et la complexité technique pour le réarmer étaient démesurés. De toute façon, la partie avant du Titanic, trop endommagée par sa chute, n'aurait pas pu être remontée sans casser en moins en deux parties. Et au-delà des problèmes techniques, que faire de ce demi-Titanic? Tout n'est pourtant pas noir dans l'avenir de l'épave. Au fil des expéditions, nous avons pu constater une évolution plus positive que la perspective de son effondrement, la vie marine qu'elle abrite. Je surnomme souvent les épaves HLM à poissons. Le Titanic, qui atterrit sur une plaine sous-marine aussi dégarnie qu'un terrain de football, s'est très vite transformé en refuge pour animaux marins malgré la profondeur. 24 espèces différentes, poissons, crustacés, anémones de mer, acidies, coraux, colonisent l'épave. On y rencontre des galatées et des crabes, tous blancs puisqu'ils vivent dans l'obscurité permanente. De nombreuses variétés d'étoiles de mer, surtout des ophures, et d'étranges créatures telles que les chimères, ces poissons qui n'ont pas de queue et se montrent très curieux venant tourner autour du sous-marin. Des poissons vipères aussi, aux mâchoires et aux dents démesurées. Le plus étonnant est la présence d'un poisson des zones intertropicales, le poisson trépied, peut être charrié par le Gulf Stream. En plus de ses nageoires pectorales, il possède 3 longues nageoires rigides, 2 pelviennes et une caudale qui lui permettent de se poser en position debout à 20 ou 25 centimètres au-dessus du fond, d'où son nom de poisson trépied. Une fois installé, il attend immobile que la nourriture tombe jusqu'à lui.
Tous ces animaux sont de petite taille, ne dépassant pas 25 centimètres, sauf les chimères. Contrairement à une légende tenace, on ne trouve aucun requin à une telle profondeur. Et il ne s'aventure pas, à ma connaissance, en dessous de 2000 mètres. Certains spécimens de la faune titanique n'ont jamais été observés ailleurs. Par exemple, une holoturie, concombre de mer, inconnue jusque-là au corps de couleur lavande, ponctué d'anneaux phosphorescents latéraux. Depuis la découverte de l'épave en 1985, des changements importants dans la composition de l'écosystème sont survenus. 11 ans plus tard, la population d'ophures et de concombres de mer avait augmenté de 75%, tandis que les crinoïdes et les acidies colonisaient le fond marin. De magnifiques coraux se développent sur la poupe, dont je m'amuse à observer la croissance depuis 34 ans. On rencontre des crevettes rouges et de nombreux nids de galets noirs ont été construits par une créature encore inconnue. L'analyse de sédiments, en apparence stériles, révèle la présence d'une centaine d'espèces animales différentes. Faut-il voir dans cette explosion de vie autour de l'épave une conséquence de la surpêche ou de la pollution? Le rejet des déchets de poissons dans les eaux de surface entraînant l'augmentation de la quantité de nutriments atteignant le fond. Ou une modification du régime des courants de surface, charriant plus de plancton vers la zone. Autant d'hypothèses qui demandent confirmation. D'autant que personne ne sait vraiment ce qu'il se passe ailleurs, simplement pour ne pas y être allé. Mais il est clair que l'épave Titanic représente aujourd'hui une oasis dans un immense désert.